On va démarrer donc ces 5 jours avec le premier jour, ce sera les fondamentaux de la nutrition. Le jour numéro 2, on va voir plutôt l'importance de bouger, de l'activité physique pour être en bonne santé. Une partie importante et qui me tient beaucoup à cœur et qui est souvent négligée, c'est la gestion du stress et le bon état d'esprit. Ça, c'est vraiment le game changer, on va dire, dans cet objectif d'une perte de poids qui est durable. Et puis, on va comprendre aussi l'importance du coaching. Ça sera le jour 4. Puis, je vous révélerai le plan d'action et je vous demanderai, je vous proposerai de passer à l'action dans le 5e jour. Donc, je vous révélerai comment, quelle est la méthode que moi je mets en place et que j'utilise pour accompagner les femmes dans leur démarche de perte de poids. Donc, j'accueille au fur et à mesure les personnes qui arrivent. Essayez bien demain d'être là, vous connecter à temps, à l'heure, puisque après, je dois double gérer et faire rentrer les personnes et en même temps gérer la présentation. Et c'est plus simple si vous êtes là en avance. Alors, on y va, c'est parti. Donc, première journée. Donc, comme je vous disais, je vais prendre un instant pour me présenter parce que toutes celles qui sont ici ne me connaissent pas forcément. Je vais aussi essayer de démonter certaines croyances qu'on pourrait avoir, certaines croyances qui sont transmises dans notre quotidien, on va dire dans notre inconscient collectif. On va aborder ces fondamentaux, les fondamentaux de la nutrition, notamment aujourd'hui. Je vous partagerai quelques témoignages. Je vous donnerai un petit défi aujourd'hui et puis un question-réponse. Je vais essayer de tenir ce timing, donc je vais essayer d'être assez rapide pour que ce soit aussi entendable. Donc, je m'appelle Antoine Paul, je suis coach sportif depuis plus de 12 ans et moi je suis spécialisé dans l'accompagnement des femmes qui ont 40 ans et plus et qui ont une démarche de perte de poids, de se sentir bien dans leur corps, mieux dans leur corps, parce que pendant des années, on a tendance à s'oublier, à prioriser tout le monde sauf soi. À travers une alimentation saine, une activité physique régulière, dans une logique de santé, j'accompagne à se reprendre en main et à perdre quelques kilos et de manière durable. Au-delà de cette perte de poids qui est la partie visible de l'iceberg, on travaille sur un bien-être, un bon état d'esprit pour que ce soit véritablement quelque chose qu'on ancre, de nouvelles habitudes, une transformation physique mais aussi mentale qu'on ancre dans le temps. Voilà, je prends pas plus de temps pour me présenter. Mes convictions, ma vision, c'est d'abord un sport plaisir. On ne peut pas continuer à faire quelque chose si on n'y prend pas de plaisir, si on est en souffrance. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est l'activité physique, c'est une ressource et ça ne doit en aucun cas être une contrainte. Ensuite, le sport, pour moi, il y a 2 manières de nous canaliser. Soit en se dépensant, en se défoulant, ça va nous permettre comme un exutoire de lâcher prise, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de nous apaiser, de nous changer les idées et de prendre soin de nous. Voilà les grandes visions que j'ai en lien avec l'activité physique. Et puis l'alimentation équilibrée. Nous sommes ce qu'on mange, c'est Hippocrate qui disait ça, donc on ne peut pas espérer être en bonne santé si on ne met pas de bonnes choses à l'intérieur de notre corps. Et ça aussi, ça passe par prendre soin de nous, prendre soin de ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. Voilà. Alors, les grandes erreurs qu'on va rencontrer, c'est le fait de se focaliser souvent sur la balance. Et le risque, ça va être de basculer dans le tout ou rien. Voilà, on va essayer de démonter vraiment ces choses-là. Quand on part dans cette logique de poids, souvent on se focalise sur cette balance et sachez que c'est une grande erreur de se focaliser sur la balance parce que on va être sujet aux émotions qui vont être liées à cette balance. Soit je vais être très content, soit je vais être pas content, mais en tout cas il y aura ces fluctuations. Plus que fixer un cap, cette balance peut l'utiliser, mais non pas pour être très déçu ou très content, mais plutôt pour piloter cette perte de poids. Là, ça sera intéressant comme d'autres indicateurs qui peuvent être des mesures, des photos, un vêtement. Voilà plein de choses qui peuvent nous donner des indications au-delà seulement de la balance. Ensuite, une erreur qu'on fait souvent, c'est manger trop ou manger pas suffisamment. Donc, manger trop, forcément, manger de manière compulsive, manger nos émotions, les grignotages, l'alimentation transformée, et l'industrie l'a bien compris aussi, en ajoutant des sucres, des additifs, du sel.
Voilà, tout ça, ça a tendance à nous faire manger plus en quantité, plus calorique, ce qui nous fait prendre du poids. Et par opposition, on rentre dans des logiques de régime où là, on se restreint, on va faire beaucoup de sport, on va peu s'alimenter et pour autant, ce ne sera pas beaucoup plus sain pour notre santé, comme on peut le voir sur mon petit bonhomme là, qui est tout palo, tout maigrichon. Donc, dosons cette volonté en évitant de passer d'un excès à un autre. Et ça, c'est une des grandes erreurs qu'on fait quand on rentre dans cette dynamique de préparer l'été. Ensuite, une grande erreur, c'est de rentrer dans ces logiques de régime. Aujourd'hui, on va absolument pas parler de régime parce qu'on sait aujourd'hui, les études le montrent, dans 2 cas sur 3, on reprend le poids qu'on a perdu initialement, voire même on prend plus de poids qu'à l'initial. Il faut comprendre que ces régimes ne fonctionnent pas et je vous partage une petite vidéo d'une diététicienne qui l'explique très bien et je vous laisse l'écouter. J'ai perdu 10 kilos en 3 semaines, je t'explique tout. Donc c'est parti, on commence le régime. J'ai fait ce que tout le monde fait, j'ai réduit mes apports, donc je mangeais beaucoup moins. Donc mon corps a commencé à aller chercher dans les réserves de graisse pour produire de l'énergie. Résultat, la balance a vite baissé et j'étais super contente. Mais bon, le problème, ce que j'ai oublié, c'est mon cerveau. Notre cerveau n'aime pas la perte de poids rapide. Dès qu'il a repéré que je commençais à perdre du poids rapidement, il est passé en alerte rouge, économie d'énergie. En gros, il pense qu'il y a la guerre et que les frigos sont vides. Donc, pour se défendre, mon corps a réagi en envoyant plusieurs signaux. Et ça, notamment au niveau des hormones. Il a fait diminuer la leptine, l'hormone qui coupe la faim, et surtout qui booste la dépense énergétique, pour faire augmenter la gréline, l'hormone qui donne faim. Et donc, résultat des courses, j'ai eu encore plus faim. On est ravis. Et malheureusement, ce n'est pas tout, parce que mon métabolisme a commencé à diminuer. Finalement, c'est logique, c'est comme si tu mettais pas de jus dans ta Tesla. Elle va pas avancer. Malgré ça, je suis restée forte et j'ai tenu bon. Mes problèmes, ma perte de poids s'est arrêtée. Là, ça sent le roussi. Donc, on lâche rien et pour continuer à maigrir, j'ai dû encore diminuer mes apports caloriques. Autant te dire qu'à ce niveau-là, tu suces que tes doigts de pied. Et là, attention, rebelote. Mon corps a produit encore moins de leptine pour encore plus de gréline. Résultat des courses. J'étais affamée, épuisée, sans énergie. Et surtout, le gros piège du corps humain, c'est que comme mon cerveau croyait qu'il venait de vivre la famine, il a ralenti mon métabolisme pour que je dépense moins de calories. Donc là, il est en économie d'énergie plus. Là, je sais plus quoi te dire. Et donc, à cause de ça, j'avais des compulsions alimentaires de dingo. Le résultat, c'est que tu vas stocker encore plus de graisse à la moindre bouchée. Finalement, je reprenais du poids hyper rapidement. Et ça, même en mangeant moins qu'avant, quand même le comble. Mon poids de forme avait déjà baissé parce que mon corps se préparait à la deuxième famine potentielle. On sait jamais ce qui peut arriver. J'ai repris du poids et même plus que j'avais au départ. Et voilà comment on tombe dans le cycle infernal du yo-yo. Et voilà, donc elle explique très bien cette logique dans laquelle on rentre très rapidement dans ces régimes, dans lequel on rentre dans la privation. La privation nous amène inéluctablement de la frustration. La frustration, on va pas pouvoir la tenir longtemps, donc on va craquer. Et comme on va craquer, on va culpabiliser, on aura ralenti préalablement notre métabolisme, donc on va reprendre du poids dès qu'on va craquer. Et pour le coup, la culpabilité, mauvaise estime, perte de confiance en nous, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Autre erreur qu'on entend souvent, et souvent dans ces régimes aussi, c'est couper les sucres, tous les glucides. On va plus manger de sucre. Alors quand je parle de sucre, c'est pas seulement les bonbons, les gâteaux, etc. C'est tout ce qui est source de glucides. Et on va voir juste après qu'est-ce que c'est véritablement ces glucides. Ensuite, une autre des erreurs qu'on fait souvent, ça va être supprimer les glucides, les lipides, les graisses. On dit, je veux perdre du poids, je veux perdre du gras, donc je veux pas manger de gras. Aussi une grosse erreur. Et on verra qu'on en trouve de bonnes sources de graisse et on en a besoin parce que c'est ce qui va aussi soutenir notre système hormonal. Je n'ai pas dit pour les glucides, ils sont aussi importants parce que c'est eux qui nous amènent de l'énergie. Donc, ne pas couper dans ces aliments. Une erreur qu'on retrouve également souvent, c'est le fait de ne pas manger suffisamment de protéines. Et attention, là, quand je parle de protéines, je ne parle pas de bodybuilding ou de faire des muscles comme Schwarzenegger. Et ça, il faut comprendre que les protéines, c'est elles qui vont nous permettre le renouvellement cellulaire de la peau,
de notre muqueuse intestinale, bref, de toutes nos cellules. Et en effet, c'est elle également qui va construire nos muscles. Donc, on a besoin de protéines. Et vous voyez que sur cette image, il y a bien sûr des protéines issues de l'aliment, enfin, des aliments, des protéines, on va dire, d'origine animale, mais aussi des protéines d'origine végétale. Et on verra ça tout à l'heure. Autre erreur que je vois souvent, c'est le fait de ne pas manger suffisamment de fibres. Et le fait de croire que si je mange des fibres, ça va être triste, etc. Non, il y a plein de couleurs, il y a des multitudes de végétaux qu'on peut manger. Donc, il nous faut des fibres. Et il faut bien aussi comprendre que les fibres, ce sont la nourriture de notre microbiote intestinal. Le microbiote, c'est les bactéries qu'on a dans notre corps. On a bien plus de bactéries qu'on a de cellules. C'est pour dire un petit peu l'importance. Donc, si vous avez tendance à être un peu constipé, avoir des problématiques digestives, eh bien, ne négligez pas l'apport en fibres. Il est essentiel, il est important, notamment parce que ce sont des aliments aussi bruts, peu transformés et une source de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de polyphénols, etc. Donc, incroyable pour notre santé. On parle souvent des macronutriments, mais les micronutriments, ils vont être là, présents dans les aliments vivants. Autre chose qu'on peut faire et que j'entends souvent, c'est le fait de jeûner, le fameux fasting, le jeûne intermittent. Eh bien, pourquoi pas? Ça peut avoir un intérêt. Je le pratique personnellement, mais ça dépend dans quel cadre on le fait. Je le déconseille dans une logique de perte de poids parce que ça va aussi avoir tendance à déclencher chez nous des comportements compulsifs alimentaires. Donc, méfiance avec ce fasting, parce que ça peut être contre-productif, clairement. Parfois, on va avoir ces compulsions alimentaires. Et pour le coup, on peut parfois faire du jeûne et prendre plus de poids que prévu. Prendre du poids en faisant du jeûne. Donc, pour moi, les bases d'une alimentation équilibrée, c'est manger équilibré, mais c'est surtout pas rentrer dans des régimes, surtout pas se frustrer, comme je disais tout à l'heure avec Hippocrate, que notre aliment soit notre meilleur médicament. Ça, c'est vraiment ma vision et celle que je voudrais vous transmettre. Alors, la journée type, pour le coup, vous l'avez compris, elle commence avec un petit déjeuner, elle va continuer avec un déjeuner et elle va continuer avec un dîner. La base, pour moi, ça consiste à sécuriser notre corps et amener régulièrement des aliments. Alors, pour tout un tas de raisons, on me dit parfois, je ne peux pas petit déjeuner ou je ne peux pas le matin, etc. Et pour différentes raisons où je saute un repas. Bien souvent, si vous prêtez attention, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de se poser, de manger. On le fait vite fait parce qu'on est pressé. Et ou sinon, on me dit, mais oui, mais j'ai pas spécialement faim, Antoine, je vais pas me forcer. Sachez que l'appétit vient en mangeant. Et comme on l'a vu tout à l'heure, sauter un repas, c'est bien souvent parce qu'on va se conditionner plus que parce qu'on n'a pas faim. D'ailleurs, on le dit pour une personne âgée qui boit pas, qui va nous dire j'ai pas soif. On va lui dire, mais oui, mais si tu attends d'avoir soif, c'est déjà que tu es déshydraté. Donc, prenez conscience qu'avant de jeûner ou faire quoi que ce soit, c'est important d'installer un environnement sécurisant pour notre corps. Et à partir de là, on a toutes les chances que ça fonctionne. Souvent, on mange plus et on perd du poids. Et ça, c'est assez surprenant, contrairement à l'idée reçue que si tu veux perdre du poids, tu n'as qu'à manger moins. Ça, c'est vraiment une fausse idée reçue, qui est en plus très culpabilisante. Ce que je vais vous recommander, en revanche, c'est manger en conscience. Première chose, ça va être mastiquer. Souvent, on mange vite, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est pressé. Et pour le coup, je vous invite à vous poser et à manger. Il y a le docteur Joyeux, le professeur Joyeux, peut-être que vous connaissez, qui est un oncologue et qui dit que la bouche, c'est le palais des saveurs. Et c'est dans ce palais des saveurs que lorsque vous mastiquez, vont se démultiplier les saveurs. Donc, gardons en bouche plutôt que vite manger. Et notamment, quand ça peut être aussi un petit à côté qu'on s'accorde qui ne rentre pas forcément dans ce qu'on va dire un petit plaisir. On peut se l'accorder, mastiquer ou savourer, être en conscience. Autre chose, c'est s'asseoir. Souvent, on est debout, notamment les mamans, elles font à manger ou elles préparent pour les enfants et en même temps elles mangent debout, ou alors on est pressé le matin et on mange en courant. Voilà, il faut s'asseoir. C'est un moment précieux, le repas.
Et prenons ce temps-là pour nous. C'est aussi un moment de convivialité. Et manger, mastiquer, s'asseoir et prendre son temps. Je vous ai mis une belle photo de paresseux. Prendre le temps, c'est essentiel. Si vous terminez le repas et que vous êtes la première personne à avoir terminé de manger, prenez conscience la prochaine fois, challengez-vous à être peut-être la dernière, la deuxième ou voire la dernière personne à finir votre assiette. Et je vous garantis que ça va vous aider. Pourquoi? Parce que quand vous mastiquez, vous prenez votre temps, vous êtes posé déjà au niveau du système nerveux, c'est beaucoup plus intéressant, mais également parce que cela amène la satiété. La diététicienne en parlait juste avant, au niveau de la gréline et de la leptine, vous allez avoir ces hormones de satiété et de faim qui vont opérer dans le bon sens cette fois. On continue alors. Qu'est-ce que la balance énergétique? Il faut bien comprendre en effet que quand on veut avoir une perte de poids ou alors stabiliser son poids ou éviter de grossir, il va nous falloir négocier sur ce qu'on appelle cette balance énergétique. Les apports, il n'y a pas de mystère, ils viennent de notre alimentation. On fonctionne pas au solaire, à l'éolien ou quoi. On fonctionne, nous, uniquement cet apport de nutrition, de nutriments, d'énergie se fait par l'alimentation. Et ensuite, la dépense d'énergie, on va pouvoir la faire fluctuer en fonction, oui, de notre métabolisme et oui, en fonction de notre activité physique, ce qu'on voit ici. Donc, une balance excédentaire, comme mon bonhomme rouge, va me faire prendre du poids. Une balance déficitaire va me faire perdre du poids, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, je mets un bémol parce que quand on veut perdre du poids, oui, il faut créer une balance déficitaire, mais attention à ne pas rentrer dans les excès, sinon on va être soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre, donc le tout ou rien, ou le fichu pour fichu. Il va nous falloir avant tout créer un équilibre pour créer de la sécurité au niveau de notre organisme. Donc, comment faire finalement si je veux perdre du poids? Pour perdre du poids, il va, comme je viens de le dire, falloir créer ce petit déficit calorique, ça va être le bon démarrage. Ensuite, il faut comprendre qu'il n'y a pas que ça qui va rentrer en ligne de compte. Le sommeil est un élément important et je vous rappelle qu'en tant qu'adulte, on estime qu'il nous faut 7 à 9 heures de sommeil quotidien. À cela, on ajoute souvent cet apport protéique qui est manquant. Pourquoi il est important? Parce que l'apport protéique, comme je vous l'ai dit, augmente le tonus musculaire, parce que pour deux personnes si j'enlève toute activité physique et que je pose deux personnes sur un lit toute une journée qui ne bouge pas, la personne qui va dépenser le plus d'énergie, c'est celle qui est le plus tonique, autrement dit, celle qui a le plus de muscles. D'où l'importance de la construction musculaire et pas forcément de faire du cardio à outrance. Ça va être bien sur l'instant de dépenser du cardio, de dépenser de l'énergie avec du cardio, mais c'est avec la construction musculaire qui va véritablement faire la différence. Donc, déficit calorique, une bonne hygiène avec du sommeil, l'augmentation des protéines, mais aussi l'augmentation de l'activité physique. Forcément, construire ce tonus musculaire sans activité physique, ça va être délicat. Et on sait aujourd'hui que un des problèmes majeurs de notre société, c'est la sédentarité, l'inactivité, ces phases d'inactivité où on est au bureau et on ne bouge pas, ou alors on n'a pas carrément d'activité physique. Et le petit bonus que vous voyez à côté, le NEAT, sur le 5e élément, qui joue 20 à 50% de notre activité physique. Le NEAT, en fait, c'est toutes les activités physiques qui ne sont pas une séance de sport à proprement dit. Ça peut être marcher, faire du vélo, aller au travail avec le vélo, ça peut être jardiner, ça peut être tout simplement faire le ménage, voilà, plein de types d'activités qui rentrent dans la ligne de compte. Si je prends l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur, tous ces petits efforts cumulés augmentent mon activité physique quotidienne et ça, c'est game changer. On continue, je vais vous parler des macronutriments. Vous voyez qu'ils sont classifiés en 3 catégories. Glucides, protéines et lipides. Les glucides, je vous en ai parlé tout à l'heure, ne pas les retirer complètement. Les protéines, plutôt tendance à les augmenter. Et les lipides. Finalement, on a besoin de tout ça, mais on a besoin plutôt pas de supprimer une catégorie, mais d'aller chercher de la qualité dans chacune de ces classes alimentaires. Plutôt de la qualité. Et moins de quantité, plus de qualité. Autre chose qu'on oublie, alors ma petite image n'est pas venue, là c'était les fibres. Ah voilà, elle est là. Alors les fibres, grosso modo, c'est tout ce qui va être issu, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce monde végétal.
Donc, on va retrouver des céréales complètes, bien sûr. Là-dedans, on aura plutôt ce qu'on appelle des fibres insolubles, mais on aura aussi certains céréales qui nous fourniront des fibres solubles. Et on aura dans les légumineuses, les fruits, les légumes, les oléagineux, les graines, eh bien, une proportion différente de fibres solubles et insolubles. On a besoin des deux pour favoriser une bonne digestion. Et souvent, c'est ce qui manque dans notre alimentation. Donc, on va voir comment remédier à ça. Donc, juste avant, les protéines. Je vous disais qu'on avait des sources de protéines qui étaient issues du monde animal. On les connaît, vous les avez ici dans la partie droite. Je vous aurai le replay pour pouvoir un peu zoomer si vous en avez besoin et regarder en détail. Ce que vous avez dessous, c'est la proportion de protéines pour 100 grammes de ce type d'aliment. Vous voyez que dans le monde végétal, on trouve également des sources de protéines, que ce soit dans les légumineuses, que ce soit dans les céréales ou autres, oléagineux, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus biodisponible, elle va toutefois être dans le monde animal. Dans le monde végétal, ça va toujours nous demander d'avoir un apport un peu supérieur, donc une vigilance à avoir suffisamment d'apport quand on veut passer uniquement par le monde végétal. La suite. Alors, on arrive à cette assiette parfaite. Voilà les recommandations que je vous fais quand vous construisez votre assiette, quel que soit le repas. Vous voyez que 50% de votre assiette, c'est des légumes, clairement. C'est pour ça que je vous donnais l'importance des fibres. Ensuite, 25%, un quart de l'assiette, c'est cette source de protéines. Alors qu'on a vu comme ça, que ce soit une source animale ou végétale, mais une source de protéines. Et ensuite, ce qui a tendance à occuper la majeure partie de notre assiette, c'est les glucides. Et là, pour le coup, ce que je vous recommande, c'est que ça occupe seulement un quart de votre assiette. Voilà la répartition de ce qu'on va appeler une assiette parfaite. Et que ça soit pour des enfants, des hommes ou des femmes, finalement, cette proportion, elle va être la même si les quantités peuvent varier d'une personne à une autre. Ensuite, petite variante, si vous souhaitez passer uniquement sur du végétal, parce que vous ne voulez pas de l'animal pour des questions éthiques, écologiques, c'est vrai que ça a un impact carbone supplémentaire, il faut bien en avoir conscience, on peut garder cette répartition. On voit que de manière constante, la moitié de mon assiette, c'est du végétal, un quart de mon assiette, ça reste des céréales. Alors là, je vais mettre céréales, c'est-à-dire ça peut être du pain, des pâtes, du riz, du quinoa, etc. Et un quart de mon assiette, ça va être plutôt des légumineuses. Donc du pois chiche, des lentilles, des haricots rouges, par exemple, et j'en passe. Voilà comment construire une assiette végétale. Donc cette assiette parfaite, je vous donne quelques exemples. Voilà comment on peut la construire, brocoli, pâtes, poulet. Voilà un autre exemple d'assiette parfaite. Un troisième exemple, les haricots, c'est toujours des pâtes et de la viande. Et puis, celle-ci, elle n'a pas fonctionné, vous ne la verrez pas. Hop. Tac. Autre chose qu'on peut faire pour passer un peu cette assiette parfaite, c'est aussi les portions. Gardez en tête que on va travailler avec notre main pour connaître peu près les portions qu'on va mettre dans notre assiette. Quand vous allez manger du fromage, la problématique, c'est pas de manger de fromage et de se priver de fromage, c'est de manger en bonne proportion. Donc la quantité, on voit que c'est 1 pouce. Quand on va amener des matières grasses, voilà la quantité, ça représente une phalange, un doigt, par exemple pour le beurre ou une huile. La viande, ça va représenter la paume de la main et on va voir que c'est un petit peu moins important qu'une portion de poisson, puisque la portion de poisson, elle est proportionnellement un peu moins importante en protéines et aussi parce que la densité en eau est supérieure. Ensuite, au niveau des féculents, on voit que ça représente 1 point. Les légumes, 2 points et une portion de fruits, 1 point. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on a vu, depuis des années, on connaissait cette pyramide alimentaire. La base, c'est ce qu'on a le plus besoin, donc plutôt de l'hydratation. Ensuite venaient les légumes, les sources de féculents, les protéines, puis les matières grasses, et enfin, tout ce qui est transformé ou issu de l'industrie. Ça, c'est ce qu'on essaie depuis des années. Maintenant,
il y a très récemment, cette pyramide, elle a été un peu renversée et a été réactualisée par des organismes aux États-Unis. Donc, vous voyez que la base, alors elle a été renversée, ce qui veut dire que ce qu'on va manger le plus, c'est ce qui est en haut. On voit que ce qui vient en haut, c'est les sources de protéines, les sources de végétaux. Et puis ensuite, en descendant, on va retrouver des fruits, on va retrouver des matières grasses. Et enfin, on va diminuer les apports en céréales. Alors, est-ce qu'elle est bien, elle est moins bien? C'est difficile. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, elle a la qualité d'exister. Alors, le 80-20, ça, c'est ce que je vais vous recommander de faire de manière à ce qu'on ne soit pas dans cette logique de régime et qu'on se dise quand même, il faut vivre, ok, on peut s'accorder des petits écarts, on peut aller dans des fast-foods, à condition que ça ne représente pas plus de 20% de notre alimentation. Si vous respectez cette règle-là, 80% de votre alimentation saine et 20% de votre alimentation qui peut être un petit peu différente, ça fonctionne. Okay, pas besoin de rentrer dans ces logiques où on se frustre, on peut aller faire un restaurant avec des amis, on peut partir en vacances, on peut faire des repas un petit peu différents de ce qu'on fait d'habitude. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que dans la majorité du temps, 80%, c'est plutôt une alimentation équilibrée. Hop. Alors, pourquoi je vous recommande ça? Parce que ce qu'on va retrouver dans ces aliments qui sont transformés, industrialisés, c'est souvent une forte charge glycémique et un fort index glycémique. Là, il y a deux notions à prendre en compte. La charge glycémique, c'est la quantité de le nombre de calories, on va dire, ou le nombre de sucre, la quantité de sucre qui va être présente dans l'aliment. L'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle cette quantité de sucre, ces calories, vont passer dans le sang, passer donc dans ce qu'on va appeler la glycémie. La glycémie, la quantité de sucre dans le sang. L'organisme, il est fait pour qu'on soit constamment à peu près autour d'1 gramme de sucre par litre de sang. Ce qui veut dire que quand on a tendance à manger de cette manière, comme vous voyez sur les photos, on va avoir tendance à créer des pics d'hyperglycémie, puisque on va avoir beaucoup de sucre qui va arriver d'un coup dans notre organisme. Et comme on n'a pas beaucoup de fibres, comme cette quantité de sucre, elle arrive rapidement et on aura vite digéré, on va se retrouver dans une hypoglycémie réactionnelle, ce qu'on voit ici. Donc, on redescend en flèche et on descend en dessous de la norme, ce qui déclenche un état de fatigue, voire des fringales. Et on peut continuer ainsi toute une journée en reprenant à midi un fast-food, ce qui va redéclencher une hyperglycémie. Il faut comprendre que quand on est dans une hyperglycémie, on va stocker. On va stocker clairement. Et puis là, on va être en hypoglycémie. Donc, en hypoglycémie, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va manger à nouveau. Et ainsi de suite toute une journée, ce qui fait qu'on va prendre du poids au fur et à mesure du temps. Donc, absolument à éviter, surtout qu'on sait que au niveau des sécrétions hormonales, c'est pas du tout intéressant d'avoir ces variations comme ça, notamment de ce qu'on appelle l'insuline. L'insuline, on entend parler par rapport aux diabétiques qui ne sécrètent pas cette insuline, mais il faut savoir que nous, on épuise notre pancréas avec des sécrétions importante d'insuline et ça fatigue l'organisme. Donc voilà l'impact que ça va avoir si on peut jouer sur la qualité de nos aliments. Donc ce que je vous ai montré dans un premier temps, c'est des aliments très transformés qui vont amener beaucoup de sucre d'un coup et qui vont être rapidement consommés, ce qui fait qu'on sera on aura vite à nouveau faim. Si on passe sur des aliments qui vont un indice glycémique moyen, on voit que le pic sera moins, donc on va moins stocker, et puis on va moins rentrer dans cette hypoglycémie. Et puis, dans l'idéal, si on part sur des aliments qui ont un faible indice glycémique, on voit que on ne va pas stocker, ça va forcément nous amener des apports, mais on va voir qu'on va tenir plus longtemps, ce qui va nous éviter la fringale de 10 heures ou 11 heures, voire même la petite faim du 4 heures. Voilà. Qu'il faut bien comprendre. On a tous, à un moment, fait des repas et ressenti que 2 heures après, on avait déjà faim. Donc là, on a les explications des indices glycémiques hauts. Alors, voilà un petit tableau qui va vous permettre de comprendre ces deux notions, indice glycémique et charge glycémique. Je vous rappelle, indice glycémique, c'est
la vitesse de passage du sucre dans le sang, la charge glycémique, c'est la quantité de sucre. On voit que si on se trouve sur des cornflakes, sur des biscottes par exemple, eh bien là, on a le combo gagnant, c'est-à-dire beaucoup de sucre et vite absorbé par l'organisme. Donc ça, c'est clairement ce que l'on va fuir. À l'inverse, on va préférer des aliments avec une faible charge glycémique et un indice glycémique bas, comme on peut le voir par exemple là avec les lentilles. Une lentille, une pomme, voilà, c'est plutôt des aliments bruts dans tous les cas. Après, il y a des faux amis. C'est-à-dire que nous, on va rechercher plutôt on va dire les aliments idéaux, c'est cette charge glycémique basse et cet indice glycémique bas. Il peut y avoir des faux amis, comme on voit là par exemple la pastèque. On peut se dire, mais ok, mais la pastèque, elle a un indice glycémique élevé. Oui, mais cette pastèque, finalement, elle a peu de charge en sucre. Donc finalement, on le sait, la pastèque, c'est que de l'eau, donc c'est un peu normal que ça passe rapidement dans le sang. Mais quelque part, comme il y a peu de sucre, bon, bah, c'est pas très gênant. Par opposition, on peut avoir exactement l'inverse. On peut avoir un indice glycémique qui est relativement bas, mais une quantité de sucre importante, comme dans du pain intégral, par exemple. Dans le pain intégral, bah, de toute façon, il y a du céréal, il y a du sucre. Néanmoins, le fait qu'on soit passé à du pain blanc vers du pain complet, il y a plus de fibres, donc ça aura moins d'impact sur notre glycémie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà l'importance de retrouver des aliments bruts. Alors, comment faire? Moi, ce que je vous recommande, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est planifier sa semaine avec des recettes. Je vous ai partagé dans le groupe toute une semaine de recettes et je vous ai mâché le travail. Il y a les recettes et il y a la liste des courses. Donc, ce que vous avez à faire à partir de là, c'est simplement faire vos courses. Quand vous avez fait vos courses, déjà, vous avez fait 90% du job. Et ensuite, il nous restera juste à cuisiner. Je mets apprendre à cuisiner aussi parce que moi, je trouve intéressant l'idée de se dire que c'est une belle transmission à faire, que ce soit avec les enfants, avec les petits-enfants, d'apprendre à cuisiner puisque ce sont les adultes de demain. Et s'ils ont ces habitudes de cuisiner en famille, on a toutes les chances d'éviter d'avoir une société qui va rentrer dans un pic d'obésité. On sait que on tend à aller aujourd'hui à 2 personnes sur 3 qui sont en situation de surpoids. Rendez-vous compte, ça commence à devenir vraiment important et l'impact des États-Unis se fait vraiment ressentir aujourd'hui sur notre société, même française. Donc, planifier, faire la liste des courses, faire les courses, cuisiner, et puis après, pourquoi pas batch cooker, organiser. Là, on a la chance d'avoir 2 spécialistes, que ce soit Aurélie ou que ce soit Sarah, qui font ça, c'est leur métier. Et là, elles sont bien meilleures que moi pour le faire, donc elles ont toutes les idées. Là, il y a juste à les suivre. J'ai envie de vous dire. Alors voilà, je finis avec petit témoignage d'Adeline. Pour celles qui étaient sur le groupe, je l'ai partagé assez tôt. Pour celles qui sont venues après, voilà, vous pouvez l'écouter, son témoignage d'Adeline. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que j'avais tout essayé. J'ai fait du yo-yo pendant des années. Quand on a multiplié les échecs, c'est tellement désespérant qu'on se dit que c'est plus possible. Et en fait, tout est possible. Alors moi, je m'appelle Adeline, j'ai 38 ans. Je suis médecin et j'ai beaucoup de problèmes de poids depuis toute ma vie. Voilà. Je vois un gros changement, un gros changement sur moi. J'ai perdu 10 kilos. Je peux rentrer à nouveau dans des jeans que je portais plus. Mon Levi's du 42, c'était mon objectif ultime et je rentre dedans. Donc je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Déjà, ceux qui me voient au quotidien, c'est vrai que ça a été un peu, au bout de 10 kilos, forcément, ça se voit. Mais je pense que c'est surtout, j'ose mettre des pantalons. C'est-à-dire que les pantalons, ça faisait pas partie de ma garde-robe puisque je mettais toujours des robes amples, des collants qui cachaient le ventre, qui cachaient tout. Donc là, je mets des jeans, donc nouveau style, nouvelle femme et donc beaucoup de compliments et je pense qu'il y a aussi ce que je dégage parce que je suis tellement heureuse et tellement, je rayonne. Du coup, j'ai beaucoup de compliments. Après, c'est vrai qu'on le fait pas pour les compliments, mais c'est toujours un plus de savoir que le travail paye et que ça se voit. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais que je le mérite et que mon corps mérite que je le traite bien. Voilà ce témoignage que je voulais vous partager qui est inspirant. Alors Adeline, aujourd'hui, elle est à plus que 10 kilos, elle est à 14 kilos, donc c'est vraiment remarquable.
Et c'est super. Et ça transforme vraiment au-delà, comme elle le dit, de l'impact que ça peut avoir sur les autres. L'important, c'est l'impact que ça a sur elle, parce que aujourd'hui, elle est beaucoup plus confiante, son estime est meilleure, elle s'habille comme elle veut, elle se sent belle, elle rayonne différemment. Et finalement, c'est plus ça qu'on recherche. Au-delà de simplement une perte de poids, c'est vouloir prendre soin de soi. Okay, pour nous, pour nos proches, pour notre santé et pour bien évoluer dans l'âge. Voilà quelques-unes des transformations qu'on a pu faire. Élise, moins 11 kilos, on voit que moins 11 kilos, ça change vraiment quelqu'un. C'est quelque chose, et seulement en 16 semaines, donc ça n'a pas besoin d'être très long. On voit aussi Adeline, là, de dos, ça l'a changé. Et puis, on voit aussi Natou, ici, qui avait perdu 9 kilos. Voilà quelques exemples des transformations qu'on a pu avoir. Voilà, j'ai envie de terminer en vous proposant un petit défi. Ce défi, c'est d'écrire votre lettre à vous-même. Pourquoi, quelque part, vous avez décidé de rejoindre ce groupe, de faire ce live? Pourquoi c'est important? C'était important pour vous? Quelles sont, quelque part, ces promesses? Prenez un papier, notez. C'est quelque chose, je sais que la majorité d'entre vous risque de ne pas faire ça. Et pourtant, sachez que là, on entre dans ce qu'on appelle de la préparation mentale. La préparation mentale, c'est le moteur de votre passage à l'action. Écrire sa lettre à soi-même, c'est créer un moteur, aller chercher une motivation. Et je sais que vous êtes nombreux à me dire, oui, mais Antoine, j'ai pas la motivation, je sais pas comment faire, je suis pas motivé, etc. J'abandonne. Voilà. Un levier de motivation, c'est écrire cette lettre pour se dire, OK, aujourd'hui, j'en suis là. Voilà quelles sont les choses avec lesquelles je ne suis plus en accord. Voilà ce que je voudrais changer, ce que je veux transformer. Pourquoi je le fais? Quels sont ces leviers de motivation? Pourquoi c'est important? Et qu'est-ce que je me promets à moi? Et puis, un peu comme si j'étais ma meilleure amie, comment je me remonte le moral? Parce que forcément, il y a des moments de doute, parce qu'on ne peut pas se baser uniquement sur la motivation. On verra ça dans quelques jours. Pourquoi la motivation, c'est un mauvais levier de transformation. En tout cas, voilà de quoi dépasser cette motivation en écrivant cette lettre à nous-mêmes et en se reboostant et en mettant vraiment sur papier pourquoi c'est important pour moi de me transformer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Demain, nous verrons l'importance de bouger pour être en santé. Et ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez quelques questions, d'y répondre. Vous pouvez ouvrir les micros et puis on partage ensemble.